Et oui, c'est parti pour une petite vidéo spéciale élection législative. J'aurais bien voulu vous en faire plus, mais j'en ai simplement pas eu le temps. Donc je me contente de cette vidéo juste avant la fin de la campagne, avant le premier tour. Et on va faire une petite revue, alors un petit peu des sondages, mais aussi de certains faits de campagne électorale. Pourquoi ? Parce que je pense que certains faits de campagne électorale vont avoir de l'importance pour la suite. Alors on va passer donc directement, alors on va d'abord passer sur le petit slogan, donc bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Il ne faudrait pas oublier les anciennes bonnes manières malgré tout. Évidemment, je suis un petit peu rouillé et on va passer maintenant donc à voir de quoi on va parler. Donc on va d'abord voir un petit rappel des élections présidentielles. Hop, c'est parti, on affiche ici le résultat des présidentielles. Donc ici j'affiche le premier tour tout simplement parce que intuitivement on pourrait se dire que le résultat du premier tour des législatives vont ressembler au premier tour des élections présidentielles. Ça nous permet aussi d'avoir une idée du rapport de force à l'époque. Alors les terminologies que j'utilise ne sont pas faits pour être amélioratifs de certains candidats ou être au contraire du dénigrement, c'est tout simplement les termes généralement utilisés. Donc on avait Emmanuel Macron qui était à 28%, Marine Le Pen qui était à 23%, Jean-Luc Mélenchon qui était à 22%. Grosso modo, j'arrondis au plus proche. Si on fait par force politique, donc le centre, 28% puisqu'il y avait pratiquement que Emmanuel Macron. On continue donc avec l'extrême droite, donc 23 plus 7%, donc pour Éric Zemmour ça faisait 30% en tout. Valérie Pécresse qui avait fait qui avait déçu en dessous de 5%, et la gauche au complet qui était aussi aux alentours de 30%. Donc si on cumule Jean-Luc Mélenchon donc qui était à peu près à 22%, et Yannick Jadot qui était on va dire à 4,5%, Jean Lassalle à 3%, donc là on est déjà grosso modo et avec Anne Hidalgo à 1,75%, on est grosso modo à 30% environ. Voilà. C'est non pas Jean Lassalle, Fabien Roussel, désolé, qui était à 2%. Je suis rouillé, comme on peut le voir. Donc voilà un petit peu le petit rappel. Alors maintenant les législatives, donc là je vous affiche un petit peu ce petit diagramme. Donc les législatives, ça permet d'élire les personnes qui vont siéger à l'Assemblée nationale, donc qui est ici, qui est une partie du Parlement. C'est ce qu'on appelle la chambre basse. Alors le rôle de cette chambre est très important dans la 5e République parce que pour qu'un gouvernement puisse être établi, puisse être désigné, puisse exercer son pouvoir, il faut à tout prix qu'ils aient un vote de confiance de la part de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas ce vote de confiance, le gouvernement ne peut pas exercer son pouvoir. Donc c'est effectivement l'élection à l'Assemblée nationale qui détermine le gouvernement. Alors ceci étant dit, on a beaucoup entendu parler du fait que l'élection législative, c'est l'élection du Premier ministre, notamment avec Mélenchon qui s'affiche comme candidat Premier ministre par cette élection. D'autres personnes ont évidemment un petit peu hurlé en disant que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité est un petit peu entre les deux, dans le sens que effectivement, c'est le président de la République qui désigne le Premier ministre. Donc ce n'est pas les électeurs pour les législatives, excusez-moi, qui votent pour le Premier ministre, mais effectivement, le Premier ministre est forcément quelqu'un qui doit avoir le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Donc si le parti de Jean-Luc Mélenchon remporte la majorité à l'Assemblée nationale, notamment une majorité absolue par exemple, alors effectivement le Premier ministre aura forcément la même couleur. Alors est-ce que ça veut dire que ça sera forcément celui qu'ils veulent ? C'est un peu plus compliqué. On pourrait très bien se dire que comme Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat, par exemple, ça pourrait être un prétexte, le président de la République pourrait très bien nommer, par exemple, Adrien Quatennens, donc l'une des figures de la France insoumise, qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, et pourrait s'en servir pour mettre un petit peu dans l'embarras, puisque on pourrait dire, non, je préfère nommer quelqu'un qui est député, ou enfin trouver une raison, et du coup, mettre dans l'embarras, puisque cela voudrait dire que soit par exemple, Adrien Quatennens renonce à être Premier ministre, c'est quand même un assez beau poste dans la 5e République, soit que si lui, il accepte finalement, que ce soit sa majorité, son propre camp, qui vote contre sa confiance, qui entraînerait forcément des problèmes. Donc ça, c'est un scénario
qui n'est pas forcément le plus probable, mais c'est un scénario tout à fait possible. François Mitterrand, en 1993, avait d'ailleurs avait d'ailleurs dit qu'il n'était pas obligé de nommer un Premier ministre issu du premier parti au Parlement, sous-entendu qu'il pouvait très bien nommer quelqu'un de l'UDF plutôt que quelqu'un du RPR. À l'époque, les élections avaient été remportées par le RPR et l'UDF, avec une prédominance du RPR, et donc Mitterrand qui avait plus ou moins menacé de nommer quelqu'un de l'UDF pour justement créer quelques bisbilles au sein de la majorité. Et ça, c'est un jeu qui est tout à fait possible, là encore, même si c'est peut-être pas le plus probable. Mais cette petite histoire vous permet de voir un petit peu comment cela se passe entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et le président de la République. Donc les électeurs élisent des députés, le président nomme un Premier ministre qui forme un gouvernement et les députés votent à la confiance pour ce gouvernement. Et si jamais les députés ne sont pas du même bord que le président de la République, le seul moyen pour que la confiance soit votée, c'est que le président de la République nomme un Premier ministre issu de son opposition, en fait de la majorité parlementaire, qui est quelqu'un qui n'est pas de son camp. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. On en avait parlé dans une vidéo précédente. Si je vous retrouve le lien, je vous mettrai en description. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les législatives. Un deuxième point, c'est une élection à 2 tours. C'est très important, et par circonscription. C'est un petit peu comme si on refaisait une petite élection présidentielle, mais circonscription par circonscription, avec plein de candidats, et ce sont les meilleurs candidats qui sont au second tour. La différence avec la présidentielle, c'est que pour être au second tour, il faut avoir au moins 12,5% des inscrits. Donc s'il y a 50% de participation, c'est 25% des voix, et non pas 12,5% des voix, car on se base sur les inscrits. Si jamais personne n'a 12,5 ou une seule personne, alors ce sont les 2 premiers. Avec une participation faible, on a plutôt des duels au second tour, mais avec des participations fortes, on peut très bien voir des triangulaires, voire des quadriculaires. Surtout avec un paysage politique comme le nôtre, on a en gros 3 grosses formations, donc une grosse formation de gauche avec la NUP, on va y revenir un tout petit peu après. Une formation du centre autour de la République en marche, donc dont le nom c'est Ensemble cette fois-ci, et une formation on va dire de droite nationale ou d'extrême droite, avec donc Marine Le Pen et Éric Zemmour, et à chaque fois ce sont des blocs qui sont plus ou moins à 30%. Il y a donc LR qui surnage encore dans les sondages, et on va voir tout de suite. Où en sont les sondages, quand même, au montant attendu. Vous avez sans doute, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses de bizarres dans cette campagne, beaucoup entendu parler que peut-être que la France Insoumise ou la NUPES, je ne sais pas trop comment le prononcer, désolé, serait en tête, serait en bonne dynamique. Comme vous voyez, Wikipédia ici n'est pas tout à fait d'accord. Alors pourquoi? Tout simplement, en fait, il y a plusieurs choses à dire. Donc, on va voir que il se passe un truc un peu bizarre au sujet des médias, c'est que ce n'est pas qu'une impression, on va le voir, il y a un petit manque de neutralité d'une assez grande partie des journalistes. Alors je dis une assez grande partie, on va le chiffrer après, bien évidemment. C'est bizarre, et comme vous pouvez voir, ça ne joue pas forcément plus en faveur de ceux qui devraient être avantagés. Alors ça peut être une impression personnelle, mais vous allez voir que c'est chiffré. Toujours est-il que malgré tout, en fait, c'est LREM qui domine d'une courte tête les sondages actuellement en nombre de voix pour le premier tour. Alors maintenant, on a quand même quelque chose à voir, c'est que des instituts de sondage sont un peu plus contrastés sur les députés, c'est-à-dire que même s'ils donnent une majorité pour LREM, toujours est-il que cette majorité s'effrite dans le temps, c'est-à-dire que la majorité était plutôt confortable en avril, et petit à petit, les sondages ont réduit la majorité, alors même qu'en termes de score électoral, LREM est plutôt en augmentation. C'est un petit peu bizarre, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il mesure un moindre report de voix vis-à-vis de LREM pour le second tour. En termes de score de premier tour, la NUPS était en tête en début de campagne, elle ne l'est plus, elle est devancée d'une toute petite courte tête, donc on peut plutôt dire qu'ils font jeu égal avec LREM, ils sont en fait à égalité. Alors ceci étant dit, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir le même nombre de députés pour la NUPS et pour LREM? Pas du tout. Comme je vous ai dit, on a une élection qui est à 2 tours, alors ça a tendance à être oublié dans pas mal de commentaires. Et cette élection à 2 tours a tendance à favoriser les partis qui sont les plus au centre, tout simplement parce que opposer un parti qui est plus en
bordure, si je peux le dire, du champ électoral, il va y avoir un effet, soit barrage, soit rassemblement, qui va plutôt favoriser le parti qui est au centre. C'est pour ça, donc, ces scores de premier tour ne sont pas très significatifs pour le second tour. Le positionnement des partis est assez important, notamment pour les mettre plus ou moins en position favorable, pour rassembler assez d'électeurs, pour gagner le second tour des différentes petites élections locales, puisqu'en fait c'est par circonscription par circonscription. Et là, on a une remarque à faire là-dessus, c'est qu'en plus, l'alliance de la NUPS est une alliance qui est vraiment très large. Ça regroupe aussi bien la France insoumise que le Parti socialiste, qui était véritablement en guerre depuis au moins 10 ans, depuis presque la création de parti de gauche. C'était, on va dire, le nom d'époque, c'est un peu plus compliqué que ça. La LFI est un parti qui englobe le parti de gauche, etc. Mais c'est vraiment, ils étaient en guerre contre le Parti socialiste. Donc c'est une alliance qui rassemble l'ensemble de la gauche. Et on pourrait presque dire que c'est presque un accord de second tour qui est trouvé dès le premier tour. Et ça va poser un autre problème. Donc, outre le fait que le positionnement se fait un plus en bord de champ politique, donc là sur le bord gauche, ben, il y a le problème de réserve de voix. C'est-à-dire que pour le second tour, ben, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats qui sont tout à fait compatibles avec la NUPES. Alors que au niveau de LREM, il est plus probable qu'ils attirent des candidats, par exemple, ben, des candidats des Républicains ou de l'UDI qui présentent des candidats. Donc voilà, ça c'était un autre commentaire que j'avais à faire. Donc c'est ce positionnement, ce qui fait que finalement cette égalité de voix, donc en fait la NUPS est peut-être en position d'avoir un score qui va pas forcément énormément bouger entre le premier et le second tour, là où LREM aura plus de facilité à attirer plus de monde pour un second tour. D'où le fait qu'un score identique du premier tour n'indique pas le même nombre de députés à l'issue du second tour. Donc ça c'était un autre point que je voulais voir avec vous. Et là maintenant je vais enchaîner sur un point que je vous ai déjà introduit, c'est que je vous ai dit, soupçonné que finalement les médias auraient été, entre guillemets, assez orientés. Alors je suis quand même très prudent là-dessus, parce que c'est quand même une affirmation qui est assez radicale de dire que les médias sont orientés. Souvent ce sont plutôt les militants d'un parti qui, lorsque leur parti est mal en point, disent ça, les médias sont orientés, sont contre nous, etc. Ou lorsqu'il y a une affaire politico-judiciaire qui éclate. Sauf que là, on a des chiffres. Et les chiffres... voilà, on les a ici, c'est-à-dire que donc là c'est un Twitter, mais en fait c'est quelque chose qui vient tout simplement de... on va voir ça après, de l'Arcom. Donc le Parisien a aussi publié, donc ça vient du Parisien en grande partie, que la NUPS est surreprésentée dans les médias, et c'est pas qu'une impression. On a donc, hormis quelques exceptions, donc notamment des médias qui sont traditionnellement plutôt classés à droite, voire très à droite, comme CNews, on a domination de la NUPS, surtout que c'est un parti qui représente des partis politiques qui ont fait en tout 30% présidentiel. On voit que c'est plutôt que ça va de 45%, 46% pour France 2, jusqu'à 74% pour France 5 en temps de parole, ce qui est assez énorme. Et ça peut poser quelques questions. Alors évidemment, ça peut poser des questions traditionnelles du fait que les journalistes peuvent être orientés et autres. Bon, il est vrai qu'il existait à un moment donné des sondages disant que les journalistes étaient penchés plutôt plus pour des partis de gauche que pour des partis de droite. Je crois que c'était aux 2/3, ce qui ne veut pas forcément dire toute la gauche, et qui n'empêche pas forcément de faire un travail donc plus indépendant, de bien rendre compte de tout le monde. Et puis c'est pas censé non plus jouer sur qui est invité, le choix des invités. Et ce que l'on remarque aussi, et c'est là que l'on peut voir, c'est pour ça que je disais qu'il faut quand même être assez prudent. On va reparler d'une éventuelle orientation des journalistes à un autre moment pour d'autres choses. C'est que cet avantage en termes de temps d'antenne ne se traduit pas par un avantage en termes de sondage. C'est-à-dire que le fait de dominer, d'avoir une énorme domination dans les médias en temps de parole, bah finalement semble avoir plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que les sondages sont moins avantageux vis-à-vis de la NUP en nombre de voix maintenant qu'il y a un mois. Alors même que la NUP est à plus de 50% de temps d'antenne durant cette période-là. Et donc, on peut aussi considérer,
Et mettre l'autre hypothèse, c'est que les autres partis politiques ont préféré ne pas envoyer de personnes dans les médias ou beaucoup moins. Et on remarquera que durant l'élection présidentielle, aussi bien Emmanuel Macron que Marine Le Pen ont été assez discrets dans les médias, ils ne se sont pas trop montrés. Ils ont parfois lancé des mises en avant des figures, on va dire, secondaires de leur mouvement, mais ils n'ont pas... ils se sont un petit peu préservés des médias, ça leur a plutôt bien réussi, puisqu'ils ont été tous les deux au second tour. Et c'est peut-être aussi l'autre enseignement, c'est-à-dire que la NUPES continuerait à avoir un rôle traditionnel, c'est-à-dire à être le plus présent possible dans les médias pour essayer de faire monter leur cote, et les autres partis se disant que non, finalement être présent dans les médias, ça permet surtout plus de prendre des coups que de faire de la publicité, et il vaut mieux être en dehors. Et peut-être que ces derniers n'ont pas tort au vu de ce qu'on peut observer là. C'est pour ça que c'est très intéressant de ce qui se passe actuellement, parce que c'est assez contre-intuitif. Jusqu'ici, c'est le parti voulait à tout prix être le plus présent possible dans les médias pour être le plus visible possible. Et là, on voit que cette visibilité dans les grands médias n'est pas forcément si bonne que ça. Maintenant, il s'est passé encore d'autres choses. Et là, c'est des trucs encore un peu plus troublants. Le fameux débat de France 2 qui a eu lieu donc hier ou avant-hier, donc cette semaine en tout cas. Et là, nous avons un tableau où nous avons donc l'une des deux présentatrices, donc il y avait un présentateur et une présentatrice. Il se trouve que la présentatrice est journaliste, mais elle est en couple avec un homme politique assez célèbre du Parti socialiste, donc de la NUPES. Et donc, elle est en train de présenter un débat où il y a plusieurs personnes, donc des personnes du parti politique que son mari et des personnes de d'autres partis politiques. Ce qui pose quand même un premier problème, c'est un risque de parti pris. Alors, je n'ai pas regardé l'émission, donc je ne vais pas non plus dire que si elle avait un parti pris qui n'a pas été quitté, parce que là, je parlerai dans le vide. Mais le simple fait qu'elle ait été choisie pour représenter va poser ce problème-là. Et ce problème-là, il n'est pas d'apprendre à dire France 2, ils sont vendus, ils sont achetés par la NUP, etc. C'est que, mine de rien, c'est quelque chose où beaucoup de gens sont au courant de cela. Et donc l'image est assez désastreuse. Et la deuxième image assez désastreuse, donc je vous l'ai pris en image juste ici, c'est qu'à ce débat où il y avait 10 candidats représentants de partis qui débattaient, la NUP était représentée par 4 candidats différents, totalisant 40% du temps de parole, ce qui est au-dessus des scores à la présidentielle, et ce qui pose aussi question par rapport au fait que la NUP s'est battue pour être représentée comme étant un seul parti pour les résultats officiels de l'élection présidentielle, mais bien présent avec 4 candidats différents à un seul débat. C'est bizarre, donc il a été dit que c'était lié aux règles de l'ARCOM. Ça fait malgré tout suite à ce qu'on a dit sur le mois de mai. Et l'image, finalement, ce que beaucoup de gens ont retenu, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de monde qui ont regardé, pas forcément la majorité des électeurs, mais l'image qui a été retenue, c'est ça, c'est que nous avons eu un débat où finalement on a eu un parti qui a été surreprésenté par rapport aux autres, un parti d'opposition, et qu'en plus le débat est animé par une personne qui a un lien d'intérêt très fort avec justement le parti qui était surreprésenté. Le tableau est juste désastreux. Et c'est pour ça qu'il faut être assez prudent, parce que si on se dit qu'ils font ça pour avantager un parti politique, ok, mais si c'est vraiment fait dans ce but-là, c'est pas très malin en réalité. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même être assez prudent, mais de rien, ça fait bizarre, et je pense que ça pourrait entraîner des suites, notamment, alors des suites non pas qu'il va y avoir une loi ou un truc comme ça, mais imaginons que maintenant la même chaîne de télévision sorte une affaire contre un homme politique qui n'est pas de ce parti, donc de la NUP, il y aura ce soupçon de parti pris. Et ça, entre guillemets, ça dévalue la valeur des informations que peut donner cette chaîne de télévision. C'est pour ça que c'est très important, c'est que quelque part, c'est pas forcément un bon coup pour France Télévisions d'avoir eu ce débat dans de telles conditions qui a eu lieu. C'est pour ça que c'est très étonnant, et surtout ça se voit quoi. Voilà. Donc ici c'est aussi toujours la même chose, et il y a une autre information, et là on va aller encore plus loin dans ce que je disais tout à l'heure. Alors désolé, je parle beaucoup de la NUP, en fait c'est pas forcément pour dénigrer la NUP, je pense
plutôt au contraire que cette situation est au désavantage de la NUP. C'est d'ailleurs un peu le dessus, hein, je suis pas là pour dénigrer ou autre, et c'est plutôt, je trouve bizarre que ces événements, ces choses-là arrivent, parce qu'au final, si c'était pour avantager un parti, c'est extrêmement contre-productif. C'est pour ça que je suis très étonné, en fait. Alors, je pense pas non plus que c'était pour des valeurs. Je pense pas que la présentatrice de France Télévisions, donc Madame Salamé, a fait ça soit pour piéger, soit pour avantager. Bon, ça serait bizarre qu'elle ait fait ça pour désavantager la NUP. Ça va pas non plus, vous voyez. C'est pour ça que je suis assez surpris. Et dernier élément, et là encore c'est assez surprenant, dans cet article de France Info, donc il y a eu plusieurs médias qui ont fait à peu près la même chose. Cet article de France Info qui annonce qui annonce tout simplement que la NUP est soutenue par 170 économistes. Et très rapidement après, nous avons eu de simples tweetos qui prouvent par A plus B qu'en fait, il n'y a pas 170 économistes dans la liste et que même une bonne partie ne sont pas des économistes. Alors, on a des professeurs de lycée, des professeurs d'économie, mais ça n'en fait pas forcément des économistes. C'est comme confondre un historien et un professeur d'histoire, c'est deux métiers différents. Il y a aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec l'économie, donc des sociologues, des militants du mouvement Attaque, etc. Et donc ça aussi, ça fait désordre. Et là encore, c'est bizarre parce que France Info a, dans leur rédaction, un groupe qui fait du fact-checking, qui d'ailleurs est plutôt réputé pour le faire plutôt sérieusement. Et là, c'est reprendre cette information-là des 170 économistes qui soutiennent une tribune, le programme de la NUP, etc., sans cette vérification, sans avoir fouillé plus, ça fait assez bizarre. Et au final, si c'était pour soutenir la NUP, l'objectif est probablement loupé parce que on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire il y a forcément des gens qui se révoltent. Et il y a un autre truc qui est assez parlant, c'est que finalement le gouvernement, qui pourrait très bien pu dire non, il y a une surreprésentation et autres, n'est pas très vindicative là-dessus. Il faut dire, il faut dire aussi que cette situation n'est pas tout à fait au désavantage du gouvernement actuel. C'est un petit peu le truc bizarre. Alors maintenant, on va continuer un petit peu et on va parler d'un autre événement qui n'a rien à voir avec celui-ci, qui concerne aussi la NUP, qui concerne aussi le gouvernement. Donc, pour le coup, forcément, la NUP étant très présente dans les médias, c'est eux qui ont fait l'actualité de la campagne, du coup. Donc, lorsqu'il y a des choses à dire, ça va être plutôt par rapport à eux. Et on a eu donc la double affaire, donc l'affaire Taouboaf et l'affaire Abad. Alors, il y a eu d'autres affaires. Il y a toujours l'affaire Darmanin, il y a d'autres députés qui ont été concernés. Mais je voudrais mettre justement en rapport avec ces deux affaires qui, à mon avis, vont avoir un impact immédiat sur le mouvement MeToo. Je vais peut-être en faire une vidéo un peu plus complète plus tard. Mais l'affaire Boaf et notamment le comportement d'organisations féministes durant cette affaire Boaf où, en gros, certaines féministes parmi les plus connues de France, notamment Caroline de Haas et Clémentine Autain, qui ont été au courant, qui ont parfois même participé à une commission pour statuer dessus, qui ont maquillé l'affaire auprès de l'extérieur de la France Insoumise, alors que c'est pas forcément le genre de la maison pour les autres affaires. Ça a jeté un froid, et surtout, là encore, je pense que que c'est une affaire qui malheureusement va discréditer le mouvement féministe en France. Alors je dis malheureusement, oui, je suis personnellement pour l'égalité homme-femme, voilà. Donc voilà, il y a la double affaire Abad, donc l'affaire Abad qui avait déjà été entre les mains de la justice, c'est pas une affaire nouvelle, enfin l'une des affaires, puisque apparemment il y en a plusieurs. Ceci étant dit, comme la personne en question, la personne qui est accusée est handicapée, de manière assez lourdement handicapée d'ailleurs, et donc c'était posé la question pour l'une des affaires précédentes, sa capacité physique à pouvoir commettre les faits indiqués. Et là encore, cette affaire-là, il y a pas mal de choses qui malheureusement risquent de jeter un trouble sur ce genre d'affaires, puisque en fait il y avait une transmission d'informations qui a été faite à la justice, sauf qu'il n'y a eu aucune plainte, aucune personne. Alors normalement, lorsque la police constate quelque chose, attention à savoir, lorsque la police constate un fait de violence, mais notamment un fait de violence contre les femmes, elle peut se saisir, commencer à enquêter sans avoir de plainte. La plainte n'est pas forcément obligatoire. Ici, le problème, c'est que, à part un éventuel dépôt de plainte, à part un éventuel témoignage, il n'y a aucun autre élément.
Il n'y a aucun élément matériel, aucun témoignage qui va être déclaré, il y a juste une organisation, une association qui dit on a une information qui dit qu'il s'est passé ça. Sauf que c'est ce qu'on appelle un oui-dire. C'est-à-dire que ce témoignage indirect et c'est pas suffisant pour commencer une enquête. Il aurait fallu d'autres choses. Donc du coup, c'est une affaire qui tournait en autre boudin, qui a quand même été maintenue, qui est restée à la une assez longtemps dans les médias, on en parle parfois encore d'ailleurs. Et c'est des affaires, plus l'affaire concernant Johnny Depp et son ex-femme, où il s'est avéré que, alors d'après certains éléments qui ont été publiés, alors j'ai pas suivi le dossier, c'est pas le genre d'affaires qui m'intéresse en général en plus, mais le fait que c'est tourné à l'avantage de Johnny Depp, là encore, j'ai été un petit trouble. En fait, c'est pas forcément le fait. Bon, apparemment, il se trouverait que Johnny Depp aurait été victime de violence de la part de sa femme à un moment donné. Alors, théoriquement, c'est pas le genre de fait qui est censé mettre fin à une période de libération de la parole. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui devrait entraîner une plus grande inclusion, une plus grande compréhension, en se disant que ça peut arriver à tout le monde. Sauf que la manière dont les choses ont été prises et interprétées par les différentes parties prenantes, notamment les différentes organisations concernées par ce genre d'affaires en France, fait que ça ne faisait pas ce qui est en train de se passer, et donc la libération de la parole semble avoir été une parenthèse qui est en train de se refermer, c'est ce qu'on appelle un backslash. Et d'ailleurs je ferai certainement une vidéo là-dessus. Lorsqu'il y a un mouvement de libération de la parole des femmes, très souvent il y a un backslash qui arrive, et c'est pas forcément ce que l'on croit généralement, donc il faut se méfier, et je pense que je vais en faire une vidéo à part. Voilà, j'ai déjà assez parlé, je sais même pas combien de temps j'ai parlé, je vais voir ça, si ça se trouve j'ai duré combien de temps. Waouh, 26 minutes, je pensais être à plus de 30 minutes, donc finalement, voilà. Donc on va revenir à l'information de cette vidéo qui est tout simplement les sondages. Donc les sondages qui sont en termes de nombre de voix, donnent un léger avantage, très léger, au parti présidentiel, mais on peut plutôt dire, on devrait dire plutôt un ex-aequo, parce que c'est quand même c'est très faible en limite. Un ex-aequo avec la NUPS qui pourtant était plus largement en tête en début de campagne électorale, comme on peut le voir ici. Et donc avec cette question qui est que le fait d'avoir finalement une grosse présence médiatique, éventuellement certains médias qui se montrent assez favorables ou plus favorables qu'à d'autres périodes durant la campagne électorale, ça n'apporte pas forcément un surplus en nombre de voix. Donc on va voir ce que vont donner les résultats de cette élection, mais c'est très intéressant, et donc c'est un peu ma conclusion, c'est que peut-être que les grands médias qui étaient pour jusqu'ici centraux dans les campagnes électorales, donc la télévision, les radios, qui étaient vraiment des acteurs centraux des campagnes électorales où tous les hommes politiques se bousculaient pour venir, pour avoir un max de temps d'antenne, ce paradigme est peut-être en train de changer, et ça c'est extrêmement important, et le fait d'être trop présent, très présent, et on pourrait dire trop présent dans les médias, c'est peut-être devenu un but contre son camp. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment même. À voir. L'élection n'a pas encore eu lieu. Si ça se trouve, je vais vous dire la semaine prochaine que je me suis lourdement trompé dans mon analyse. Ça peut arriver. Mais c'est l'impression que j'ai. Puis je vous ai donné pourquoi je pense cela à ce moment-là. Voilà. Bon, c'était une vidéo d'ailleurs un peu plus personnelle que d'habitude, mais parfois ça fait du bien. Le contexte est peut-être un peu moins tendu que la présidentielle. C'est un peu pour ça. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, car je vous promets que je fais une vidéo la semaine prochaine. On va analyser les résultats du premier tour et voir un petit peu cette campagne d'entre-deux tours. Et j'espère vous retrouver après très régulièrement pour d'autres vidéos sur cet été. À ciao, bye bye, au revoir.